Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici les titres. Le 4e sommet mondial des filles sur les enjeux et défis liés à la promotion du genre a clos ses travaux hier. Une rencontre inédite à Lomé qui se veut un effort collectif visant à créer, canaliser et dynamiser un mouvement mondial en faveur des droits de la fille. Des appels ont été lancés pour la mise en œuvre des recommandations issues du Forum Génération Égalité de Paris. G5 Sahel, un programme de lutte contre la pauvreté dans la zone dite des 3 frontières, a vu le jour jeudi dernier en Mauritanie. Ce programme du gouvernement allemand va financer des projets sociaux au profit des populations vulnérables de la région. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a célébré le 16 octobre dernier la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée sensibilise à la lutte mondiale contre la faim et vise aussi à améliorer le rendement agricole dans les pays où la famine sévit. Qu'est-ce qui freine les efforts des États dans cette lutte? Faut-il réinventer ou repenser de nouvelles stratégies de lutte? Nous recevons ce samedi Madame Claire Kenom, coordinatrice de l'ONG Floraison, pour nous en parler. Sport, football, la saison 2021-2022 s'ouvre dans quelques jours. Quel format sera retenu pour cette nouvelle saison? Le suspense reste entier. À suivre également dans ce journal, les échos du palais et la revue de presse. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Écho de la visite de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe à Libreville au Gabon, la chef du gouvernement s'est entretenue jeudi avec le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba. Au menu de l'entretien, les relations diplomatiques entre Lomé et Libreville, le leadership des présidents forts et Sozomna Nyazingbe et Ali Bongo et la transformation économique des deux pays ces dernières années. D'autres questions ont également été évoquées, dont la diversification du partenariat à d'autres secteurs. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe à sa sortie d'audience. Nous avons saisi l'occasion de cette audience pour non seulement transmettre les salutations fraternelles du président Faure au président Ali Bongo, mais aussi saluer les performances économiques du Gabon toutes ces dernières années et dire au président Bongo que c'est dû à son leadership. Il a cette volonté de transformer de manière profonde et durable l'économie de son pays en se basant sur les matières premières de son pays pour créer de la valeur ajoutée, créer plus de richesse et plus d'emplois pour la jeunesse gabonaise. Et ce qui se fait aujourd'hui est juste inspirant, exemplaire. Togo aussi a lancé sa première plateforme industrielle pour faire de la transformation économique de toutes les matières premières, notamment le coton, mais aussi créer un écosystème attractif pour les investisseurs, de faire en sorte qu'on puisse créer plus de richesse et plus d'emplois pour nos jeunes et répondre aux attentes des populations en termes d'inclusion. Et nous avons noté ici un réel besoin de cette transformation avec le plan d'accélération de la transformation du Gabon, toutes les politiques d'investissement, également Gabon Égalité, qui nous permet de mettre l'accent sur le rôle de la femme et comment faire en sorte qu'elle puisse rendre autonome la femme gabonaise. J'ai également salué le leadership du président Bongo sur la question du développement durable. Parce qu'on voit très bien que le Gabon a pris les devants. Aujourd'hui, il préside le groupe des négociateurs africains sur le climat. Nous avons pris sur nous de continuer les échanges entre les deux équipes sur des thématiques bien précises, le développement agricole, la transformation digitale, l'énergie et tout ce qui touche à l'inclusion, notamment la femme. Et le président gabonais nous a prodigué d'utiles conseils, à moi-même ainsi qu'au ministre du Gabon, et nous continuerons dans cette lancée pour échanger les bonnes pratiques, les expériences et faire profiter nos populations.
Autre temps fort de ce séjour gabonais de la chef du gouvernement togolais, la visite de la zone économique à régime privilégié d'Umkok, une véritable source d'inspiration pour le Togo qui s'est engagé dans une nouvelle dynamique d'industrialisation avec la mise en place de la plateforme industrielle d'Adétikopé en juin dernier pour la transformation de ces matières premières. Victoire Tomiga Dogbe était accompagné de plusieurs ministres, membres de la délégation togolaise et de son homologue Rose Christiane Osuka Ramponda du Gabon. Le site a été créé il y a une décennie pour donner un coup d'accélérateur à l'économie du pays. Le rendez-vous mondial en faveur de l'égalité, de l'équité et du développement du potentiel de la jeune fille a refermé ses portes hier à Lomé. À l'initiative du plan international, les filles du continent et du monde entier ont voulu se faire entendre. Le 4e sommet mondial des filles que le Togo abrite pour la première fois en Afrique s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des filles célébrée le 11 octobre dernier et constitue le prolongement du forum Génération Égalité de juillet dernier à Paris. Et pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibouti Tchegan, qui clôturait la rencontre, la question est de faire que le respect du droit de la fille devienne une réalité. Geneviève Pognon. Pendant 2 jours, une centaine de jeunes filles et garçons ont échangé sur les problèmes qui empêchent leur épanouissement. Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées. Écoutons la porte-parole des participants. Nous recommandons et exigeons, en nous basant sur les différents engagements qui ont été pris lors de ce sommet, la mise en place de la chaîne de protection contre les formes de violence à l'égard des filles et des jeunes femmes, l'harmonisation des textes et lois et leur mise en œuvre effective à tous les niveaux, l'écoute et l'implication et la prise en compte des actions des structures de jeunes, la mise à disposition des services sanitaires adaptés et notre implication dans la mise en place du Parlement des jeunes. Ce grand rendez-vous mondial a été initié par Plan International et ses partenaires. Awa Faliba, représentante résidente du Plan International Togo. De ce sommet, il faut retenir l'énergie extraordinaire de cette jeune génération de filles engagées pour l'égalité. Il faut retenir que lorsqu'on a un dialogue intergénérationnel avec les jeunes générations, elles sont capables de nous offrir des solutions. Elles sont capables de porter ces solutions. Et il faut retenir que ces jeunes filles, avides de justice et d'équité, sont en train de nous regarder et vont continuer à nous regarder. Et que tous les engagements qui ont été pris ici par les différentes institutions, toutes les annonces qui ont été faites, nous devrons rendre compte à cette jeunesse et nous continuons à être extraordinairement motivés, Plan International et tous nos partenaires, à continuer à travailler dans l'intérêt supérieur des jeunes filles du Togo et du monde. Clôturant les travaux, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibouti Tchegan, s'est montrée rassurante en ce qui concerne le respect des droits des filles. Nous l'écoutons. Les conclusions auxquelles les travaux ont abouti, les diverses propositions et recommandations recueillies, nécessitent la mise en place d'un mécanisme de concertation efficace dans la continuité de ce sommet en vue de faire le suivi de leur mise en œuvre. En effet, la quasi-totalité des intervenants, seule une synergie d'action renforcée à travers une chaîne de partenariats dynamiques et multi-acteurs permettra d'induire des changements notables à tous les échelons de nos sociétés, de la cellule familiale à la vie professionnelle, en passant par l'école et la formation. Soyons tous des artisans de l'égalité et de l'équité genre au profit d'une société plus juste, gage de progrès et de stabilité sociale. L'informatique désigne l'automatisation du traitement de l'information par un système concret ou abstrait. Dans son acception courante, l'informatique désigne l'ensemble des sciences et techniques en rapport avec le traitement de l'information. Grâce au progrès dans ce domaine aujourd'hui, les experts en informatique sont désormais recherchés. En effet,
L'information est un domaine qui ne cesse d'offrir depuis des décennies de multiples emplois. Ceci est dû à l'importance pour les entreprises d'informatiser leur système de fonctionnement afin de connaître un essor plus rapide et concurrent. Avec M. Paou Batana, nous allons parcourir les opportunités d'emploi qu'offre l'informatique aujourd'hui, tout en montrant la nécessité d'une formation requise pour y accéder. M. Paou Batana est expert informaticien, directeur général de IPNet, Institute of Technology, ingénieur en cybersécurité et ingénieur en système de télécommunication. Sur le marché togolais, au cours des dernières années, on remarque plutôt que les entreprises ont besoin de profils, mais ne les trouvent pas. Alors, grosso modo, en informatique, il y a deux grandes familles de métiers. Il y a tout ce qui est cybersécurité, réseau, système, cybersécurité, et tout ce qui est développement d'applications et ingénierie de logiciels. Dans le premier groupe, quand quelqu'un sort diplômé dans le secteur réseau, système et sécurité, il trouve plus facilement d'emploi s'il a passé au moins 2 à 3 examens internationaux. Dès qu'un professionnel passe avec succès les examens internationaux, les entreprises le courent après. Par contre, en développement d'applications, vous pouvez ne pas avoir passé d'examens internationaux. Les entreprises cherchent des profils qu'elles ne trouvent pas. Donc, c'est réel. Il y a même des entreprises qui avaient déjà des développeurs d'applications qui les ont perdus, mais des entreprises qui payent plutôt bien. Les gens sont partis soit à la Banque mondiale en France, à la BAD, et dans des entreprises comme ça. Donc il y a une pénurie et ça se traduit sur le terrain par des informaticiens qui quittent certaines entreprises parce qu'ils sont recherchés partout dans le monde. Donc en gros, côté réseau, système et sécurité, les entreprises vous courent après quand vous avez passé au moins 2 à 3 examens internationaux. Mais en développement, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de maîtriser les dernières technologies de développement d'applications Java, Python, JavaScript, CSS, HTML, PHP et vous avez du travail. En général, les différents emplois en informatique relèvent des besoins nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise privée ou publique. Ils peuvent concerner soit l'administration, soit le développement des logiciels, soit encore l'assistance technique. Et c'est un secteur qui n'a pas été impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19. Un petit parcours de quelques opportunités d'emploi disponibles dans les entreprises. Nous retrouvons M. Batana. Nous avons jusqu'à 5 licences. On a 7 licences en informatique et une licence en électrotechnique et énergie renouvelable. Alors que la plupart des écoles ont 2 licences en informatique. Maintenant, il faudrait qu'on explique les 5 branches là. C'est quoi la différence entre les différentes branches? Si je prends la licence intégrée mathématiques et informatique, ça prépare les gens qui vont se spécialiser au niveau master en intelligence artificielle et en sciences de données. Donc c'est avant tout une licence en mathématiques. Pour s'inscrire dans cette filière-là, il faut avoir fait la série C ou bien la série E ou même la série F aussi, mais il faut que vous soyez très fort en maths. Et en maîtrise, vous pouvez vous spécialiser en génie logiciel, vous pouvez faire une maîtrise de maths, en statistique, en génie logiciel, en économie, en finance même. Alors cette licence-là, c'est très intéressant pour les gens qui veulent aller continuer leur vie en Europe, en Amérique du Nord ou en Chine ou dans les autres pays développés. Bon, donc la première licence, c'est la licence intégrée mathématiques et informatique. Ça, c'est très demandé. La deuxième, c'est licence en informatique et gestion. En réalité, c'est la nouvelle génération de comptables gestionnaires que les entreprises dans nos pays attendent. C'est pour ça que chez nous, nous avons une licence qu'on appelle licence informatique et gestion. Troisième filière, c'est la licence qu'on appelle licence web design, infographie, multimédia. C'est la nouvelle génération de professionnels en marketing communication que les entreprises attendent. Depuis plus de 15 ans, beaucoup de jeunes se spécialisent dans ces filières-là. Mais au Togo, les gens n'ont pas encore compris que c'est vraiment des nouveaux métiers porteurs. Il y a une licence en génie logiciel et puis il y a une licence en développement web et mobile. Donc il y a 5 filières rien que dans le domaine du développement d'applications et d'ingénierie de logiciels. Au plan international, il y a un rapport du Forum économique mondial qui a cité les 20 emplois les plus demandés dans les 5 ans à venir. Tous les domaines confondus sur la planète Terre. Et les 20 emplois qui seront de moins en moins demandés. Ce classement dit que les 10 emplois les plus demandés au monde seront tous en informatique. En pleine guerre des talents, la plupart des recruteurs cherchent les qualités, les compétences pour répondre aux évolutions technologiques et numériques.
Les travaux de la troisième session ordinaire de l'année 2021 de la commune Bina 1 se sont ouverts jeudi dernier à Pagouda. Les conseils municipaux à cette session vont examiner et adopter des textes portant modifications budgétaires avant de passer en revue les recettes et les dépenses pour la mobilisation des ressources. Joseph Amapatia Top Pagouda pour nous en parler. Ce rendez-vous de 5 jours permettra aux élus locaux de faire le point sur l'exécution du budget pour la période de janvier à septembre 2021 et procéder au débat d'orientation budgétaire et discuter avec les représentants des communautés à la base sur les idées du projet et programme en vue de l'établissement du projet de budget exercice 2022. Les conseillers municipaux auront également à examiner et adopter des délibérations portant modifications budgétaires FACT 2020-2021 et passeront en revue les recettes et les dépenses pour une meilleure mobilisation des ressources pour la réalisation des projets et programmes de développement de la commune. Et il s'agit aussi pour les élus locaux d'échanger sur le processus d'élaboration du plan de développement communal PDC. Le préfet de la Bina, M. Ataba Abanoro, a salué la tenue de cette session dans le délai qui constitue non seulement une occasion d'échange entre l'exécutif communal et les autres membres du conseil, mais aussi une opportunité pour le conseil de rendre compte au public des efforts réalisés et ceux en cours. Le maire de la commune Bina 1, M. Bamazé Tchao Henri, a félicité les conseillers pour le travail abattu dans les commissions et les a invités à réfléchir davantage et trouver des stratégies efficaces à mettre en place pour la maximisation des recettes locales, car selon lui, plusieurs projets sont en gestation. À Top Pagoda, Joseph Amakpatia pour Radio Lomé. Bamako attend cet après-midi une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour une visite de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l'ONU depuis la création de la MINUSMA en 2013. Mais cette visite intervient alors que Bamako est à couteau tiré avec ses partenaires internationaux sur l'éventualité d'un contrat avec les mercenaires russes du groupe Wagner et surtout sur un éventuel allongement de la période de transition. Un programme de financement de projets sociaux au profit des populations vulnérables du G5 a été lancé jeudi dernier au siège de l'organisation à Nouakchott, en Mauritanie. Ce financement du gouvernement allemand dans le cadre du G5 Sahel vise en premier lieu les populations victimes du terrorisme dans la zone du Liptako-Gourma, communément appelée zone des 3 frontières Burkina, Mali et Niger, une zone où la présence des groupes terroristes accentue la pauvreté et l'insécurité. Les premières interventions du programme commenceront dans la région malienne de Gao avant la fin de l'année. Le Mali fait partie des pays les plus affectés par la pauvreté et de la crise sécuritaire qui sévit dans le Sahel depuis 2012. D'autres actions sont également prévues et seront déterminées après concertation avec les populations. 4 morts et une dizaine de blessés par balle, dont 3 agents de la force publique. C'est le bilan des manifestations au Congo-Brazzaville contre le référendum de 2015 qui a permis au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briguer un 3e mandat. Un bilan sous-estimé selon le Centre d'action pour le développement qui parle d'une 30aine de morts. Le dit centre réclame une commission d'enquête indépendante sur ces événements pour enclencher une action en justice et faire la lumière sur la répression de ces manifestations. Une rencontre sur la sécurité et le développement transfrontalier a rassemblé hier à Bissau les autorités des régions frontalières de la Guinée-Bissau et du Sénégal ainsi que des représentants d'ONG opérant sur place. La réunion vise à promouvoir une collaboration efficace pour la résolution durable du problème du banditisme frontalier, en particulier l'exploitation abusive des arbres, les conflits fonciers et le long de la frontière, le trafic de drogue,
l'abus de comportement de la police en vue du développement des zones frontalières. Et nous abordons à présent la page de l'invité du jour. Le monde entier a célébré le 16 octobre dernier la Journée mondiale de l'alimentation. Malgré les efforts des États pour lutter contre la faim, surtout en Afrique, 3 milliards de personnes n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine selon l'ONU. La faim gagne donc du terrain. Alors, selon vous, Madame Claire Quenom, vous êtes coordinatrice de l'ONG Floraison. Alors, selon vous, Madame, pourquoi les actions des États ne portent pas donc de fruits? Oui, le monde connaît toujours la faim et le monde vit avec des poches de faim. Il y a des endroits, des espaces, des régions dans le monde qui continuent de connaître la faim. Et pourquoi cela, malgré les efforts des États, il y a toujours la faim dans le monde? Je dirais que c'est une question d'organisation des pays, des personnes et aussi la coordination appropriée des programmes de développement qui sont dans le monde. Le droit à l'alimentation dont nous parlons souvent dans notre organisation et dans le réseau africain pour le droit à l'alimentation est un droit qui est au cœur des autres droits humains. Et on ne peut pas vouloir répondre à ce droit-là d'une façon isolée. Quand nous parlons de droit à l'alimentation, pour que chaque personne puisse manger à sa faim et avoir une alimentation en quantité et en qualité suffisante, respectant la dignité humaine, il faut qu'il y ait le droit à l'éducation, le droit à l'eau potable, le droit à la santé, le droit à l'emploi, le droit à un environnement sain. Parce que quand on produit les denrées alimentaires, il faut des routes appropriées pour les transporter vers les zones de consommation. Il faut bien les conditionner. Il faut éduquer les personnes à bien s'alimenter. Il faut informer les personnes sur les questions de santé pour qu'elles puissent elles-mêmes entretenir leur santé avant qu'il n'y ait l'effort de l'État. Mais tant que ces droits-là ne sont pas, on n'y travaille pas d'une façon holistique pour que les actions soient bien coordonnées, qu'il y ait une synergie d'action, il y aura toujours la faim parce que nous ne sommes pas bien organisés pour faire face à ce phénomène-là. Oui, et Madame Claire Quenom, ces efforts sont donc quelque peu paralysés par la pandémie du Covid-19 depuis 2 ans, je pense. Les fonds alloués aux projets de développement sont aussi injectés dans la lutte contre cette pandémie. Alors, que faut-il faire pour un monde sans faim demain? Est-ce qu'on peut parvenir un jour à faim zéro dans le monde? Oui, c'est l'objectif que s'est fixé la communauté internationale, l'objectif de faim zéro. Si nous nous engageons pour cet objectif faim zéro, il faut que toutes les actions soient coordonnées et œuvrent vers cet objectif-là. Et vous venez de parler de la pandémie de Covid-19. Oui, la pandémie est venue vraiment nous mettre à l'épreuve et réveiller les attentions. Dire que la façon dont nous avons l'habitude de faire les choses, il faut les revoir. Parce que on a constaté avec la Covid des déficits à des domaines donnés, des déficits dans certains programmes. Et la Covid a eu à prendre beaucoup de ressources pour que le monde et les personnes puissent être en bonne santé. Et à côté, il y a la question de la faim. Mais nous trouvons que si on arrive à résoudre le problème de la faim, il y aura moins de maladies dans le monde. Parce que
quand les personnes vont bien s'alimenter, leur système immunitaire sera plus fort et les maladies ne les atteindront pas autant que ce que nous avons vu en période de Covid. J'ai dit tout à l'heure que le droit à l'alimentation fait appel à la réalisation d'autres droits. Si les personnes mangeaient bien et que les aliments sont bien produits et que leur système immunitaire est plus consistant, plus fort, je crois que la pandémie n'aura pas fait autant de ravages. Et aussi la question de l'emploi, des ressources pour les familles et les personnes, cela permettrait aux gens d'être en bonne santé. Même dans notre pays, il y a des gens qui passent des années sans aller voir un médecin, sans se soigner. On se débrouille pour prendre quelques comprimés ici et là. Et quand on vit dans ces conditions-là, c'est facile à une maladie, à un microbe de nous attaquer. Donc si nous voulons relever le défi de la faim, nous devons travailler pour que l'alimentation soit vraiment un droit pour tous et pour chacun, et cela nous prémunirait contre les maladies aussi. Oui, c'est une citation. Nous avons tous le pouvoir de changer nos modes de consommation alimentaire. C'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui le dit. Alors, comment est-ce possible? Oui, nous avons le pouvoir de changer nos modes de consommation alimentaire. Que c'est quand les modes de consommation sont viables, sont, dirais-je, durables, que nous allons pouvoir relever le défi de la faim. Le thème de la 42e journée mondiale de l'alimentation dit bien « Nos actions sont notre avenir ». Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie. Quand les aliments seront produits d'une meilleure façon, dans un environnement sain, et que nous allons tous travailler pour une meilleure nutrition, je pense que nous avons vraiment le pouvoir de changer nos modes de vie. Et c'est un appel du secrétaire général des Nations Unies pour que chacun à son niveau voit sa part, joue sa partition. Quand nous parlons de mode de consommation, il y a des choses, des aliments que nous consommons de trop, qu'il faudra diminuer. Par exemple, la viande rouge et l'alcool. Et il y a d'autres choses. Quand on transforme les denrées alimentaires, il y a des substances, entre guillemets, qu'on met dedans pour que ça puisse aller vite, pour que ça puisse avoir une bonne forme, ça puisse avoir une bonne présentation. Ces choses-là qui ne sont pas tellement nécessaires pour notre santé, mais pourtant nous utilisons cela. Dans les modes de consommation aussi, je disais, il y a des choses que nous consommons de trop, il y a des choses que nous consommons moins, et nous devons pouvoir équilibrer pour que l'alimentation soit saine. Et pour cela aussi, j'avais parlé tout à l'heure du droit à l'éducation. Il faut éduquer les personnes à bien s'alimenter. Et quand les personnes ont cette information-là, les personnes vont faire des choix responsables et changer de mode de consommation. Et nous sommes à l'ère du changement climatique aussi. Il y a des choses qu'on ne doit pas utiliser dans la production alimentaire, dans la production agricole, pour réduire le taux d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on changeait les modes de production et les modes de consommation, nous aurons un monde qui ira vers un développement durable. Oui, madame, vous l'avez évoqué tout de suite, pauvreté, famine. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux concepts? Oui, il y a un lien entre la pauvreté et la faim. Et quand je parlais du droit à une alimentation adéquate tout à l'heure, j'ai dit que ce droit est lié aussi à l'éducation et à l'emploi. Quand nous disons que la personne doit pouvoir manger à sa faim, avoir une alimentation en quantité et en qualité suffisante, respectant la dignité humaine,
il faudrait que les personnes puissent avoir les moyens de se procurer cet aliment-là, cette nourriture. Si je suis productrice agricole, c'est que j'ai ma ferme, je vais chercher ma nourriture là-bas. Mais au cas où je ne suis pas dans le monde agricole, je dois pouvoir gagner ma vie, gagner suffisamment pour avoir les moyens de m'acheter ce que je dois manger. Alors, si on voit seulement l'agriculture, si on veut régler le problème de la faim, on voit seulement la question de l'agriculture et qu'on ne voit pas la question du pouvoir d'achat du citoyen, il est difficile de pouvoir régler le problème de la faim. La pauvreté doit diminuer, le pouvoir d'achat du citoyen, de la personne, doit être approprié, adéquat et acceptable pour que la question de la faim puisse être résolue. Oui, et d'autre part, le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui s'est tenu le mois dernier a permis d'esquisser la voie dans laquelle le monde doit s'engager pour repenser les structures qui régissent la production, la distribution et la consommation des aliments. Que peut être ou quelle peut être cette voie au niveau du Togo? Oui, le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a encore ouvert des pistes pour que l'alimentation puisse être au cœur des questions de développement. Et donc, pour le Togo, il faudra commencer par une production saine des denrées alimentaires. Dans quelles conditions on fait la culture? Quels sont les intrants qui sont utilisés? Quand je parle d'intrants, je parle des fertilisants, des pesticides et autres, les engrais. Et donc, est-ce que quand on fait la production, on pense à une alimentation saine? Est-ce qu'on pense que ce sont des personnes humaines qui vont consommer ce qui sera produit et qu'on mette cela dans de bonnes conditions? Donc, il faut commencer par une production saine, une production respectant la santé humaine. Ensuite, il y a la question des pistes rurales, du désenclavement des zones de production. Vous irez dans certaines zones au Togo où on produit beaucoup, la terre est fertile, mais les voies pour accéder à ces zones-là ne sont pas bonnes. Ce qui fait que les paysans produisent, ça reste chez eux là-bas, ou bien la dame qui fait l'effort avec un transporteur qui risque de faire le chemin jusqu'à aller là-bas, cela ne court pas les rues. C'est rarement un jour de marché par semaine ou bien une fois par mois qu'on accède à ces zones-là. Donc, il faut désenclaver les zones de production. Il y a la question des marchés locaux. Il faut que dans les grandes agglomérations, les villages, les fermes puissent converger pour amener les produits et que les consommateurs ou bien les commerçants, surtout chez nous ce sont les commerçantes, viennent les prendre pour aller les distribuer. Il faut améliorer la question de la distribution. Est-ce que les produits sont transportés dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il n'y a pas trop de tracasseries sur les routes pour convoyer les produits alimentaires vers les zones de consommation? Il y a aussi l'effort que le gouvernement a commencé et les pays africains pour la consommation locale, et c'est un effort qu'il faut renforcer, et pour renforcer cela, il faut mettre à la disposition des consommateurs des produits locaux de qualité, et là, on retourne aussi à la production. Est-ce qu'on appuie les producteurs à bien produire pour mettre sur le marché des produits de qualité? Et aussi, je retourne à l'éducation, il faut éduquer les consommateurs, il faut les informer pour dire que tel produit qu'il y a chez nous est aussi nutritif que ce qu'on produit ailleurs. Est-ce qu'on arrive à expliquer aux consommateurs que le riz de Kovier, le riz de Avetonou ou bien d'Agomeglozou est plus nutritif, je dirais même, que le riz qu'on importe au Togo,
qui ont traîné dans les magasins et dans les soutes des bateaux et que vous mettez sur votre langue, vous ne sentez même pas une bonne saveur. Tout ça là, il faut mettre toutes ces actions-là en synergie pour que vraiment le Togo puisse relever le défi d'une bonne alimentation et d'une alimentation saine. Oui, Madame Claire Kenom, vous l'avez dit, consommer local, nous sommes dans le mois d'octobre qui est donc initié ou appelé mois du consommer local. Alors, l'édition 2022 de la Journée mondiale de l'alimentation, comment avez-vous célébré cette journée au Togo? Oui, pour nous, dans notre réseau africain pour le droit à l'alimentation, à cause de la pandémie de Covid, nous n'avons pas eu beaucoup d'activités comme d'habitude. Mais nous nous sommes concertés, nous nous sommes retrouvés pour réfléchir et nous avons essentiellement fait l'évaluation du projet que nous venons de finir, projet qui s'appelle Dialogue sur les politiques et systèmes alimentaires au Togo pour la réalisation du droit à une alimentation adéquate. Ce projet nous a permis de constater qu'il n'y a pas beaucoup de politiques alimentaires au Togo et que les politiques qui existent soit ne sont pas opérationnelles ou bien ne sont pas connues des acteurs. Et donc, il y a lieu d'améliorer les politiques existantes et il est besoin d'élaborer de nouvelles politiques pour que nous puissions voir une réalisation progressive du droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Et d'autres choses que nous avons faites, c'est les émissions comme celle que je suis en train de faire avec vous pour informer le public togolais que l'alimentation est un droit et que l'État a l'obligation de pouvoir créer un environnement propice à la réalisation de ce droit et que nous-mêmes, consommateurs, nous devons aussi faire des choix responsables. Oui, Madame Claire Kenom, vous êtes coordinatrice de l'ONG Floraison. Alors, notre émission, notre entretien donc tire à sa fin. Avez-vous un message à l'endroit des auditeurs de Radio Lomé? Oui, ce que je dirais aux auditeurs de Radio Lomé, c'est que le droit à l'alimentation doit pouvoir se réaliser. Parce que l'alimentation est au cœur de notre vie. Quand nous mangeons bien, nous avons la force de travailler. Et quand nous sommes en bonne santé, nous pouvons travailler. Et quand nous sommes en bonne santé et que nous pouvons travailler, c'est que nous pouvons créer la richesse pour nous-mêmes, pour notre famille et pour le pays. Et que quand nous sommes en bonne santé, parce que nous nous alimentons bien, nous contribuons au développement de notre pays. Et c'est important. La plupart du temps, les gens croient que c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui vivent dans les maisons à étage, qui mangent bien. Non, il y a des gens qui sont riches mais ne mangent pas bien parce qu'ils ne savent pas comment composer les éléments de leur alimentation pour être en bonne santé. Celui qui ne vit pas dans le luxe peut aussi bien s'alimenter pour peu qu'on lui dise voici ce qui est bon pour votre santé et que lui aussi puisse faire le choix responsable. Donc, l'État a des devoirs vis-à-vis des citoyens et les citoyens ont aussi la responsabilité de faire des choix judicieux pour pouvoir bien s'alimenter et voir la réalisation progressive de leur droit à une alimentation adéquate. Madame Claire Kenom, merci. Je vous en prie. Nul n'a le droit de se faire justice à soi-même. Malheureusement, certaines personnes ne l'entendent pas de cette oreille. C'est le cas de 4 hommes accusés d'homicide volontaire. La cour d'assises les a condamnés à 6 et 7 ans de prison. Le récit des faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais.
C'était au petit matin du 21 novembre 2010, vers 5 heures, que le nommé Kodjo a été retrouvé mort, nu, sur la place publique du village de Peta, dans la Goût. Son corps sale, portant des blessures et hématomes et une bouffissure du visage, prouvait qu'il a été victime de coups et blessures volontaires et tortures avant qu'on ne lui ingurgite une décoction nocive, comme le montraient les restes d'un breuvage préparé sur place à l'aide des plantes sauvages connues et soigneusement choisies par les auteurs du crime. La veille, il avait été recherché, arrêté et conduit par certains jeunes sur la place publique du village sur ordre du chef. Un de ses administrés s'étant plaint d'avoir été envoûté par lui alors qu'il organisait les funérailles de son fils décédé un jour plus tôt. Le chef ayant tenu une audience nocturne pour lui faire avouer son forfait, décida vers 3 heures du matin de confier la victime à des jeunes avant de se retirer pour dormir en attendant le lever du jour pour l'exécution de la sentence qui a été prononcée contre lui. C'est donc après le départ du chef que le meurtre a été commis. Informé, la brigade de la gendarmerie d'Agou a ouvert une enquête en vue de rechercher les auteurs. Les investigations ont permis d'interpeller d'abord les nommés Clément, Laurent, puis Difa et Achout, tandis que les 4 autres personnes soupçonnées au même titre sont toujours en cavale. Interrogés tant à l'enquête préliminaire qu'à l'instruction, les 4 inculpés n'ont pas reconnu les faits. Ils nient toute implication dans le meurtre et explique que s'il est vrai qu'ils ont assisté à l'audience publique nocturne au cours de laquelle la victime a avoué son forfait, ils se sont retirés au même moment que le chef. Mais les déclarations des inculpés ont été démenties par le nommé Kokou qui affirme que le jour des faits, vers 15h30, les mis en cause étaient ceux qui ont recherché et arrêté la victime pour la conduire chez le chef, puis à la place publique, et qu'il était lui-même présent et a assisté à toutes les scènes, y compris la mise à mort de la victime. Il a même ajouté que l'inculpé Laurent a prélevé le sang de la victime à l'aide d'un perfuseur dans une bouteille vide de sérum avant d'exhorter ses camarades à en finir avec elle, ce que d'autres témoins n'ont pas omis de confirmer. C'est donc en se basant sur ces témoignages que la cour d'assises a condamné les 4 inculpés à 6 et 7 ans de prison, alors que le parquet général avait requis une peine allant de 15 à 20 ans de prison. Quels sont donc les éléments qui ont milité en leur faveur? Maître Gilles Anani. Les éléments que nous leur avons exposés sont assez simples, parce que quand vous suivez ce qui a été dit, tout repose sur les propos d'un témoin, mais qui malheureusement a varié dans cette déclaration depuis l'enquête préliminaire jusqu'à aujourd'hui. Alors nous avons quand même démontré que seule cette personne qui est considérée comme témoin oculaire est la base sur laquelle l'accusation repose, mais que les propos qu'il a tenus, les accusations qu'il tient contre les personnes mises en cause, à une analyse sérieuse et juridique ne résistaient pas, et que dans ces conditions, il fallait tout simplement élargir les gens. Du sport et du football, la Fédération togolaise de football a annoncé les débuts de la saison 2021-2022 pour le 28 novembre prochain. À quel système de championnat assistera-t-on? Le public sportif retient son souffle. Kilim Poyodi. Les états-majors des différents clubs engagés dans le championnat d'élite togolais se préparent à fouler les pelouses à la fin du mois de novembre, le 28 précisément. La fédération l'a signifié par le biais de son secrétaire général, Chris Dake, ce qui est de bon augure pour les acteurs qui ne seront pas en chômage technique. Il faut pour ainsi rappeler que la saison dernière a connu une spécificité à cause de la pandémie de Covid-19. Elle a obligé la fêtière dirigeante du football togolais à opter pour un championnat zonal dans l'objectif d'éviter les contaminations en cascade liées à cette pandémie. Ce qui a intéressé la plupart des Togolais, et d'ailleurs cette saison a connu le sacre d'Asco de Kara devant ASCK et ASOTR qui ont complété le podium. En revanche, la question reste le format qui sera adopté pour cette année. Devra-t-on poursuivre avec le système zonal comme l'an passé ou reviendra-t-on au système classique? La fédération n'aura pas encore tout dévoilé et le public sportif retient son souffle. À un mois du début
début des choses sérieuses, la FTF a tout le temps pour apporter des éclairages à ce sujet. Outre les championnats de football masculin et féminin de D1, D2 et D3, la FTF a aussi inscrit à son agenda d'autres compétitions au plan national comme la Coupe du Togo, la Coupe de l'Indépendance et les compétitions des jeunes qui est prévue pour le deuxième semestre 2022. Revue de presse. Tous les journaux ou presse en ont abondamment parlé cette semaine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était à Lomé. Après une visite de travail et d'amitié avec son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, les chefs d'État du Burkina Faso et du Libéria se sont joints au président togolais, son hôte et hôte, plus précisément pour un mini-sommet quadripartite. Revue de presse, Juliette Kamdé. Étienne, oui, après un tête-à-tête, Faure Gnassingbé et Recep Tayyip Erdogan, ils ont été rejoints par leur homologue du Libéria, George Weah, et du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour un sommet à 4. Chronique de la semaine écrit. Ce mini-sommet a permis aux dirigeants de faire le point de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine et dans le Sahel, et puis d'explorer ensemble de nouvelles pistes de solutions en appui aux différentes initiatives existantes. Les 4 chefs d'État ont salué le caractère franc et constructif des discussions qui ont permis d'œuvrer pour la mise en place d'un partenariat stratégique turco-africain pour apporter des solutions idoines à la tournante sécuritaire régionale et interrégionale. Au plan bilatéral, Faure Gnassingbé et son hôte ont signé 2 accords. Le protocole sur l'échange de terrain pour le compte des missions diplomatiques de la République togolaise et de la République turque. L'accord de siège de la Fondation Marif. Relation Turquie-Afrique. Le volume commercial s'est démultiplié en l'espace d'une vingtaine d'années, passant de 5,4 milliards de dollars en 2003 à 25,3 milliards de dollars en 2020. C'est le journal Économie et Développement qui nous l'apprend, et ce, grâce aux stratégies pour le renforcement des relations commerciales et économiques entre la Turquie et les pays africains. L'autre actualité cette semaine, c'est le sommet des filles qui s'est tenu jeudi et vendredi à Lomé. Cette rencontre de haut niveau, initiée en 2017 à la faveur de la campagne aux filles l'égalité, est organisée pour la première fois en Afrique. C'est une rencontre qui sert de plateforme où des filles peuvent interagir, se renforcer et décider des changements profonds qu'elles souhaitent dans leur environnement, relève l'Union pour la patrie. C'est une rencontre hybride, présentielle et virtuelle donc, souligne le quotidien national Togo Presse. Elle a été ouverte jeudi par la présidente de l'Assemblée nationale en présence de la première dame du Burkina Faso, Sika Kaboré. Une centaine de filles et environ 3000 internautes ont pris part à ce sommet. Les thématiques abordées: progresser vers l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, des obstacles à l'émancipation des femmes liés aux valeurs socio-culturelles, poser authentiquement la problématique de l'équité et de l'égalité genre, engagement des filles à faire entendre leur voix, entre autres. Le ministre de la Justice qui se fait l'avocat des acquéreurs. Cette information, la presse en a également parlé cette semaine dans une note circulaire adressée au président des cours de justice et tribunaux. Le ministre fustige les dérives observées dans les décisions de cessation des travaux et d'expulsion. La symphonie y a consacré un article dans ses colonnes. L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Certains magistrats de bonne ou de mauvaise foi en abusent et créent des situations qui consolident l'insécurité foncière, provoquant souvent de vives tensions. Le journal après avoir donc détaillé le constat fait par le ministre Pius Aguitome et la loi en la matière, le journal La Symphonie donc estime que la démarche du ministre viole l'indépendance des tribunaux et cours de justice. Protection de l'environnement pour finir, préparation de la COP26, le Togo en ordre de bataille, lit-on à la une du bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie. En effet, du 31 octobre au 12 novembre
prochain se tient la 26e conférence des partis sur le climat. Le ministère de l'Environnement a donc initié la semaine dernière une rencontre pour harmoniser la position du Togo à cette grande messe du climat. Une activité qui illustre bien l'engagement du Togo à faire davantage pour la préservation de l'environnement, ou du moins pour ce qu'il en reste. Étienne. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est sur cette revue de Juliette Campbell que s'achève ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg